Combustion humaine spontanée. Vers 8 heures du matin, le 2 juillet 1951, une femme nommée Pansy Carpenter reçut un télégramme. Il était adressé à l'une de ses locataires, une femme de 67 ans nommée Mary Hardy Reeser. Elle se rendit à l'appartement de Reeser pour lui remettre le télégramme, mais malgré plusieurs appels, Pansy ne reçut aucune réponse. Elle tenta d'ouvrir la porte, mais la poignée de la porte de l'appartement de Reeser était anormalement chaude au toucher. Ne sachant que faire, Pansy appela la police. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ouvrirent la porte par la force. Cependant, ce qu'ils découvrirent derrière cette porte les hanterait pour le reste de leur vie. Reeser avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un tas de cendres éparpillées sur le sol. Après un examen plus approfondi, les policiers trouvèrent une partie de son pied gauche toujours chaussée d'une pantoufle, ainsi que des fragments de sa colonne vertébrale. Ce qui était encore plus étrange, c'est que les rapports ultérieurs mentionnèrent que son crâne avait rétréci à la taille d'une tasse à thé. Ce qui rendait la découverte encore plus bizarre, c'était l'état de l'appartement. L'incendie qui avait consumé le corps de Reeser était limité à une zone étonnamment petite. Le mobilier environnant était resté intact. Dans son rapport, le chef de la police de Saint-Pétersbourg, J.R. Reicher, déclara « Nous demandons toute information ou théorie pouvant expliquer comment un corps humain a pu être ainsi détruit et comment l'incendie a été limité à une si petite zone, sans causer de dommages à la structure du bâtiment et sans même endommager les meubles dans la pièce, qui n'étaient pas même carbonisés ou endommagés par la fumée. » La mort de Reeser devint l'un des cas les plus célèbres de ce qu'on appelle désormais la combustion humaine spontanée. Ce phénomène décrit des cas où des personnes semblent s'enflammer et se consumer en cendres sans source de carburant externe, ne laissant que quelques restes, comme une jambe ou une main. Un événement similaire se produisit en 1966 avec le médecin John Irving Bentley, dont il ne resta que la partie inférieure de sa jambe droite, le reste ayant été réduit en cendres. Plus tard, en 1979, un autre cas fit les gros titres. Une femme de 51 ans, Béatrice Oski, connut le même sort lors de l'action de grâce dans un village de Bolingbrook, Illinois. Et aussi absurde que semble le concept d'humains qui prennent feu de manière inexplicable, ce n'est certainement pas une farce ou une légende. L'un des premiers cas documentés de combustion humaine spontanée fut enregistré en 1746, lorsque Paul Rowley écrivit au sujet de la mystérieuse mort de la comtesse Cornelia Zangari Bondi. Depuis lors, des dizaines d'incidents similaires ont été rapportés à travers le monde. Un des exemples récents de ce phénomène se produisit dans le comté de Sequoia, Oklahoma, en 2013. The cause of this house fire is still undetermined, where they found a man dead inside his home, but the sheriff says he isn't ruling out spontaneous human combustion as one of those causes. Investigators say they found a man dead from a fire lying on the kitchen floor, but the sheriff says there were only reports of smoke coming from the house. Fire investigators who have years of experience say they've never heard or seen anything like this before. I really would like to see the coroner's report on this one after it goes to the state crime lab. Alors, que se passe-t-il? Comment un corps humain qui est composé d'environ 60% d'eau peut-il prendre feu? Bien sûr, certaines théories s'aventurent dans le bizarre, évoquant des phénomènes comme l'activité de poltergeist, les éclairs, ou même des forces cosmiques inexpliquées. Il y a même des spéculations sur une mystérieuse particule subatomique appelée pyrotron, qui serait responsable de l'ignition des corps humains. Mais ces idées sont, pour la plupart, facilement rejetées. Les personnes qui font ces affirmations ne disposent d'aucune preuve réelle pour les étayer. Cela dit, nous pouvons avoir une idée de ce qui se passe en examinant de plus près tous les cas signalés. Et après avoir analysé la plupart d'entre eux, j'ai remarqué quelques similitudes entre les victimes. Notamment, beaucoup étaient âgés, avaient un poids corporel élevé, des problèmes de consommation excessive d'alcool ou de tabagisme, et une source de feu à proximité, comme un poêle ou une cheminée allumée. Les chercheurs ont également observé ces similitudes et ont proposé la théorie de l'effet mèche. Pour comprendre cette théorie, pensez à la façon dont fonctionne une bougie. Lorsque l'on allume la mèche, elle utilise la cire qui l'entoure comme carburant pour brûler pendant une longue période. Selon la théorie de l'effet mèche, quelque chose de similaire doit se produire.
l'incendie commencerait probablement à partir d'une source externe, comme une cigarette allumée ou une étincelle de cheminée enflammant les vêtements de la victime. La personne était soit éméchée, soit trop faible pour éteindre immédiatement le feu. Ou, avant que les vêtements ne brûlent complètement, la graisse stockée dans son corps a commencé à agir comme la cire d'une bougie, la faisant brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cela expliquerait également le bizarre motif de combustion où le torse est complètement incinéré et les jambes restent intactes, car nous stockons la majeure partie de notre graisse dans la région abdominale et très peu dans nos jambes. Malheureusement, les expériences menées pour prouver cette théorie n'ont pas été très concluantes. Par exemple, en 2016, la BBC a essayé de recréer les conditions de l'effet mèche avec une carcasse de porc. Et bien que le corps ait été complètement rôti, il ne s'est pas désintégré en cendres comme dans les nombreux cas de combustion humaine. Cela s'explique simplement par le fait que le feu alimenté par les tissus graisseux ne génère pas la température nécessaire pour ce qui est essentiellement de la crémation. En 2012, le biologiste Brian G. Ford a essayé d'expliquer les exigences de température élevée dans son article de 2012 intitulé « Résoudre le mystère de la combustion humaine spontanée ». Selon Brian, des facteurs comme l'alcoolisme ou un régime pauvre en glucides produisent de l'acétone dans notre corps, la même substance que l'on trouve dans le diluant pour peinture. L'acétone est extrêmement inflammable et peut facilement atteindre des températures qui transformeraient une personne en cendre. Brian a également fabriqué de petites poupées à partir de viande de porc, les a recouvertes d'acétone et les a mises en feu. Les poupées ont brûlé pendant environ 30 minutes, ne laissant que les jambes intactes, comme dans les cas humains. Mais si la théorie de Brian est correcte, elle n'explique toujours pas pourquoi la combustion humaine spontanée est si rare. Si tout ce qu'il faut, c'est de l'alcool et un régime alimentaire spécifique, pourquoi ne voyons-nous pas plus de cas de ce phénomène? Surtout maintenant qu'il y a des caméras partout. Malheureusement, nous n'avons pas de réponse à cela. Il se pourrait que ce soit quelque chose de complètement différent de ce que nous croyons actuellement. Mais ce phénomène de personnes qui brûlent en cendres, sans endommager leur environnement, est réel. Et ce n'est qu'une question de temps, avant que quelqu'un ne découvre la vérité derrière ce trou noir perturbant. La jambe non identifiée de l'attentat d'Oklahoma City. En 1995, l'Oklahoma devint le site de l'un des actes de terrorisme les plus meurtriers de l'histoire américaine. Au milieu du chaos et de la destruction, les secours firent une découverte étrange et inquiétante. Une jambe non identifiée, enfouie sous les décombres. Ce qui aurait dû n'être qu'un autre morceau de preuve médico-légale se transforma rapidement en un mystère glaçant. Un mystère qui continue de soulever des questions longtemps après que les enquêteurs aient cru que l'affaire était résolue. Pour comprendre comment cette jambe non identifiée s'inscrit dans le complot plus large, il faut d'abord revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là. Le matin du 19 avril 1995, à 8h57, un camion Ryder mystérieux se gara devant le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah, dans le centre-ville d'Oklahoma City. Cependant, les personnes travaillant dans le Murrah n'y prêtèrent pas vraiment attention. Le travail allait commencer et tout le monde se précipitait pour pointer à l'heure. Malheureusement, cette journée se terminerait en catastrophe quelques minutes plus tard. À 9h02, le camion Ryder explosa avec la force de 5000 livres de TNT. En quelques instants, la zone environnante ressemblait à un champ de guerre. Un tiers du bâtiment avait été réduit en ruines. De nombreux étages étaient complètement écrasés. Des dizaines de voitures furent incinérées sur place et plus de 300 bâtiments alentours furent endommagés ou détruits. Les dégâts immédiats furent estimés à plus de 650 millions de dollars. Mais le bilan humain fut bien pire. L'explosion fit 168 morts, dont 19 enfants. Environ 700 personnes furent également blessées lors de la détonation initiale et de l'effondrement du bâtiment. Peu de temps après, le FBI était sur place et à la recherche d'indices pour retrouver le suspect, ce qui ne prit pas longtemps. Le 20 avril, les enquêteurs trouvèrent l'essieu arrière du camion Ryder. Cette pièce de preuve unique portait un numéro d'identification du véhicule, les conduisant à un garage à Junction City, Kansas. Avec l'aide des employés du garage,
Les enquêteurs purent créer ce croquis de la personne qui avait loué le camion Ryder utilisé dans l'attaque. L'étape suivante fut de diffuser ce croquis dans la ville. Le 21 avril, l'élément clé dont ils avaient besoin arriva. Un employé d'hôtel local reconnut le croquis et se souvint même du nom de l'homme, Timothy James McVeigh, un soldat de 27 ans, ancien militaire. Cependant, lorsque les enquêteurs commencèrent à chercher Timothy, ils firent une découverte choquante. Il était déjà en prison. En fait, il avait été arrêté seulement 90 minutes après l'explosion, à environ 80 miles au nord d'Oklahoma City. Le trooper d'État Charlie Anger l'avait arrêté pour conduite sans plaque d'immatriculation. Le trooper avait également trouvé une arme dissimulée sur Timothy, ce qui mena à son arrestation. Une fouille approfondie de son véhicule révéla également une carte de visite avec une déclaration accablante écrite au dos. TNT à $5 le bâton, besoin de plus. Les enquêteurs apprirent ensuite que le mobile de Timothy derrière cette tragédie était l'extrême radicalisation et la rhétorique anti-gouvernement. Une grande partie de sa colère provenait du siège de Waco en 1993, un face-à-face de 51 jours entre des agents fédéraux et les Branch Davidian, une secte religieuse. Le siège se termina par un incendie catastrophique qui fit 86 morts, dont des femmes et des enfants. Timothy était particulièrement en colère contre l'utilisation de gaz lacrymogène contre les femmes et les enfants. Il avait été exposé à ce gaz lors de sa formation militaire et connaissait ses effets douloureux. Cependant, bien qu'ils aient capturé leur suspect et compris son mobile, les enquêteurs cherchaient à éliminer la possibilité de complices cachés, comme des organisations terroristes étrangères. Ils passèrent en revue plusieurs informations et découvrirent que Timothy avait utilisé des barils et de l'ammonitrate comme principale source de l'explosion. Ils découvrirent également et arrêtèrent ses deux complices, Michael Fortier et Terry Nichols. Avec leurs arrestations, les enquêteurs pensaient que l'affaire était enfin résolue. Cependant, lors des efforts de sauvetage, la police rencontra un nouveau problème. Parmi les décombres, ils découvrirent une jambe gauche non identifiée. À ce stade, la plupart des victimes avaient été identifiées et enterrées. L'existence de cette jambe n'avait aucun sens. À qui appartenait-elle? Les choses devinrent encore plus perturbantes lorsque le propriétaire de la jambe fut identifié comme l'une des victimes, Lakeisha Levy, membre de l'US Air Force. Cependant, lorsqu'ils exhumèrent son corps pour placer la jambe à sa place, les enquêteurs furent choqués de constater que Lakeisha avait déjà été enterrée avec deux jambes, une gauche et une droite. Une enquête plus approfondie révéla que la jambe non identifiée appartenait bien à Lakeisha et qu'elle avait été enterrée par erreur avec une mauvaise jambe. Mais cela soulevait une question encore plus grande. À qui appartenait la jambe avec laquelle Lakeisha avait été enterrée? Cela fait près de 30 ans que cet incident a eu lieu, et nous n'avons toujours pas de réponse. Une théorie populaire à laquelle j'ai été confronté est que la jambe mystérieuse appartenait à un deuxième complice qui était venu avec Timothy et avait été accidentellement pris dans l'explosion. Cela serait une théorie plausible si ce n'était du fait que les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve solide, indiquant que ce deuxième suspect se trouvait sur les lieux du crime. Mais malgré l'absence de preuves, le mystère a alimenté des théories farfelues. Il existe un groupe de personnes qui croient que l'attentat était une conspiration gouvernementale pour détruire habilement des documents d'investigation concernant les Clintons et le scandale de Whitewater. Selon cette théorie, la jambe mystérieuse appartenait au deuxième complice qui travaillait pour le gouvernement. Et la raison pour laquelle elle n'a pas été identifiée, même après toutes ces années, serait parce qu'il s'agit d'une couverture délibérée. Mais d'après ce que j'ai vu, cette théorie semble un peu trop farfelue pour être vraie. Pensez-y. Si les gens au pouvoir voulaient se débarrasser de certains documents, ils avaient 1 million d'autres moyens plus adaptés pour accomplir cet objectif. Des moyens qui n'impliquaient pas la perte tragique de tant de vies. L'explication la plus probable de cette jambe mystérieuse est qu'elle appartenait à une personne sans abri non documentée qui se trouvait près du bâtiment au moment de l'incident. Un utilisateur de Reddit a également soutenu cette théorie avec un témoignage personnel, affirmant « J'ai visité la zone la veille avec un collègue pour obtenir un mandat de perquisition du tribunal de district des États-Unis et j'ai aussi rencontré les gens du bâtiment Murat.
J'étais là pendant l'enquête en tant qu'enquêteur. Il y avait une femme sans abri noir qui mendiait devant le bâtiment Murat. Tout le monde dans mon bureau était convaincu que c'était elle. Nous l'avions vue de très nombreuses fois. Vous ne changerez jamais nos opinions. La jambe n'était pas la sienne. Cependant, nous ne savons toujours pas si cela est vrai à ce jour, et il est peu probable que l'enquête du FBI ou du gouvernement de l'Oklahoma rouvre une affaire vieille de 30 ans et dépense une fortune juste pour confirmer ou nier les théories qui circulent sur Internet. Temple OS. Terrence Andrew Davis est né en 1969 à West Allis, dans le Wisconsin. Il s'intéressait aux ordinateurs dès son jeune âge, ce qui l'a amené à apprendre le langage de programmation assembleur sur un Commodore 64 lorsqu'il était adolescent. Par la suite, il obtint un diplôme de premier cycle en génie informatique et une maîtrise en génie électrique de l'Arizona State University, puis commença à travailler comme programmeur pour Ticketmaster. Il avait une bonne éducation, un travail stable et des parents aimants. Les choses allaient bien pour Terry. Malheureusement, à l'âge de 27 ans, il commença à avoir des épisodes maniaques réguliers. Il fut ensuite diagnostiqué avec un trouble bipolaire et une schizophrénie, cette dernière devenant la force motrice derrière le projet qui allait le rendre célèbre. Temple OS. En 2003, il eut ce qu'il décrivit comme une révélation. Selon ses propres mots, Dieu lui parla et lui demanda de créer un temple, qui prendra plus tard la forme d'un système d'exploitation. Ce système d'exploitation a porté plusieurs noms, dont G Operating System, Sparrow OS et LooseDose. Terry finit par se décider sur le nom de Temple OS en 2013 et publia son travail pour que le monde puisse le voir. Ce qui est le plus impressionnant avec Temple OS, c'est que Terry y a consacré une décennie à le construire à partir de zéro. Il comptait 119 000 lignes de code, et chacune d'elles a été écrite par Terry lui-même, sans recourir à des bibliothèques de code existantes. Et pour un système d'exploitation créé par une seule personne, il regorge de fonctionnalités, y compris son propre langage de programmation appelé Holy See, et plusieurs jeux basés sur la religion, comme After Egypt, dans lequel le joueur doit se rendre à un buisson ardent qui génère un texte aléatoire. Terry croyait que ce texte était des messages codés de Dieu. Cependant, bien que ses compétences en programmation demeuraient aiguisées, sa capacité à saisir la réalité autour de lui devenait de plus en plus faible jour après jour. Il se lançait souvent dans des diatribes incompréhensibles, saupoudrées de nombreuses insultes. God, I hate Frasier. The CIA glow in the dark. You can see them if you're driving. You just run them over. That's what you do. CIA. Il publia souvent des diatribes similaires sur son compte Twitter. Cependant, au milieu de la folie, il arrivait parfois qu'il devienne lucide et fasse des déclarations extrêmement profondes. Qu'est-ce que la réalité? Je ne sais pas. Lorsque mon oiseau regardait mon écran d'ordinateur, j'ai pensé que l'oiseau n'a aucune idée de ce qu'il regarde. Et pourtant, que fait l'oiseau? Est-ce qu'il panique? Non, il ne peut vraiment pas paniquer. Il fait juste de son mieux. Est-il capable de vivre dans un monde où il est si ignorant? Eh bien, il n'a vraiment pas le choix. L'oiseau va bien, même s'il ne comprend pas le monde. Toi, tu es cet oiseau qui regarde l'écran et tu te dis « Je vais résoudre ça ». Peut-être que tu as des idées d'oiseau, peut-être que c'est le mieux que tu puisses faire. Malheureusement, sa santé mentale se détériora gravement en décembre 2017. Après avoir refusé de prendre ses médicaments, Terry eut une violente dispute avec ses parents. Well, I'm King Terry and learned how to purify myself in a horribly impure environment. It's pretty rough living homeless in a... La confrontation l'incita à quitter sa maison, et il passa les mois suivants à vivre dans les rues, sans abri et en difficulté. En septembre 2018, la vie de Terry prit une fin tragique lorsqu'il fut impliqué dans un accident avec un train près d'un pont à Portland. Cependant, bien qu'il soit décédé il y a plus de 6 ans, Terry conserve une base de fans fidèles en ligne, prête à maintenir sa mémoire vivante pendant des décennies à venir.
Hybride. En mars 2002, un jeu de rôle sur table appelé One Paragraph RPG a été publié par une personne nommée Matthew/C++. C'était déjà un jeu extrêmement bizarre et trop compliqué, avec des règles absurdes et des équations mathématiques. Cependant, l'auteur a changé son nom en Hybride et a continué à mettre à jour le jeu au fil des années suivantes. À chaque mise à jour, le jeu est devenu de plus en plus compliqué. Actuellement, Hybride compte un total de 551 règles qui expliquent tout, de la progression au système de pouvoir. Mais la vérité est que ces règles n'expliquent vraiment rien. Hybride est un mélange chaotique d'idées et de concepts déconnectés qui ne fonctionnent pas ensemble, rendant le jeu complètement injouable. Bien sûr, le grand nombre de règles est un frein énorme pour la plupart des gens, sans compter le schéma de couleurs horrible et migraineux du site web. De plus, même ceux qui prennent le temps de lire et déchiffrer ces règles en viennent à la conclusion que la grande majorité de Hybride est totalement absurde. Par exemple, Matthew a inclus d'innombrables équations mathématiques dans l'ensemble des règles. Pour les résoudre, il faut souvent des abréviations comme C2, DP et LP, mais aucune de ces abréviations n'est définie dans le jeu. Pour aggraver les choses, certaines des équations sont totalement inventées et ne respectent même pas les principes mathématiques de base. Et comme si cela ne suffisait pas, le jeu est également truffé de digressions étranges, comme des critiques de films et une recette de brownies, au cas où les joueurs auraient faim en lisant les règles. Certains ont tenté de rationaliser l'intention de Matthew derrière la création de ces pages de chaos et de non-sens, les voyant comme une tentative authentique de la part de quelqu'un sans aucune connaissance de la conception de jeu. Cependant, étant donné l'étrangeté de tout cela, cela ne semble pas être le cas, ce qui nous laisse avec seulement deux options pour justifier l'existence de Hybride. Tout d'abord, il est tout à fait possible que tout cela soit un énorme troll. L'auteur sait que 99% de son jeu ne fait aucun sens et l'a créé juste pour embrouiller les gens sur Internet. Cela aurait pu être une théorie plausible si ce n'était pas pour le fait que Matthew a continué à y travailler pendant des années. Le site web hébergeant le jeu a été fermé en 2009, mais l'auteur est revenu avec un blog en 2016 et a continué à développer le jeu depuis. Même les trolls les plus dévoués n'ont pas le temps et l'énergie de produire autant de non-sens pendant autant d'années. D'après ce que j'ai vu, l'option la plus probable est que Hybride soit l'œuvre d'un homme fou. Matthew est sérieux dans son désir de créer le jeu de rôle sur table le plus compliqué jamais conçu. Cependant, il souffre également d'une sorte de maladie mentale, probablement la schizophrénie, ce qui expliquerait tout. Des digressions aléatoires, des règles absurdes et des diatribes bizarres. En fait, le RPG Hybride ressemble fortement à des bandes dessinées mal planifiées créées par quelqu'un nommé Jack Masters, que j'ai abordé dans une vidéo précédente. Jack souffrait également de schizophrénie sévère et a créé quelque chose d'aussi bizarre que Hybride. Malheureusement, étant donné la durée pendant laquelle cela dure maintenant, je doute vraiment que l'auteur de Hybride vienne un jour expliquer sa situation et ses intentions de manière claire.